Merci Christophe. Bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Marine Camus. Je travaille à l'hôpital Saint-Antoine en endoscopie digestive. Donc moi, je suis plutôt endoscopiste interventionnelle que pure hépatologue. Et effectivement, avec un des internes, Grégoire Salin, on s'est attaché à essayer de comprendre mieux le traitement endoscopique dans le LPAC. Alors, quand je suis arrivée à Saint-Antoine, je venais d'un autre centre. On avait rarement des LPAC, ou en tout cas, on ne les identifiait pas tels quels lorsqu'on faisait des endoscopies interventionnelles. Et donc, quand je suis arrivée, il a fallu que je me dise, bon, qu'est-ce que je vais faire pour ces patients LPAC, puisque moi, maintenant, j'en vois de plus en plus. Et donc, je suis allée sur PubMed, donc j'ai fait LPAC endoscopie. Il y a 4 références, il y a 3 cas cliniques et un article d'ORL qui n'a rien à voir avec le LPAC. Et donc, je me suis dit, bon, comment je fais Et là, ce qu'on se dit, quand on n'a pas de littérature, dans les recommandations, c'est l'avis d'experts. Et là, en l'occurrence, l'endoscopiste interventionnel du centre expert, c'était moi. Donc, je vais réfléchir avec moi-même. Alors, voilà, c'est pour vous raconter la petite histoire de finalement, on est au début d'une aventure et forcément avec l'équipe avec laquelle je travaille, donc les radiologues, les hépatologues, forcément l'expertise vient et pour avancer, moi dans ma pratique, on a décidé de mener ce travail. Alors juste pour vous rappeler un petit peu l'endoscopie interventionnelle, là c'est l'écho-endoscopie qu'on va souvent pratiquer avant la CPRE pour être certain de la présence de cette lithiase de la voie biliaire principale. Je ne sais pas si on voit bien. J'espère. Voilà, donc là vous avez la voie biliaire principale. Vous voyez plein de... Vous voyez ces hyper-échogénicité avec l'écho de nombre postérieur. Ça bouge un peu plus que l'échographie de Lionel, mais il y a les mouvements respiratoires du patient, mais on voit bien qu'ici, on a l'ensemble de la voie biliaire. Alors, on a beaucoup de lumière, je suis désolée, évidemment, on voit un peu moins bien, mais on a l'ensemble de la voie biliaire qui est occupée par cette lithiase, ces calculs, et puis on arrive au bout de la voie biliaire principale, on a le foie ici, également avec une lithiase vésiculaire. Donc, on voit qu'il y en a beaucoup. Donc on passe évidemment en radioscopie et en CPRE avec le duodénoscope ici, l'ensemble de la voie biliaire, et on est bien face à un empierrement avec ces calculs qui sont jaunâtres, mous, faciles à enlever, quoi qu'on en dise, parce qu'ils sont mous, scintillants. Et donc là, c'est pour juste vous rappeler la sphinctérotomie. On a avec le sphinctérotome ici, le fil du sphinctérotome qui est relié au bistouri électrique. Et ça sera probablement un des messages de cette étude et ce topo. Moi, j'ai nommé ça « soigner sa sphinctérotomie » et je vais vous le dire pourquoi après. Mais on va vraiment couper le sphincter ici, regarder plusieurs fois qu'il est largement ouvert, puisqu'on va vouloir extraire ici de larges calculs, évidemment. Mais on se dit que plus elle est ouverte, plus ça va peut-être aussi aider le patient au long cours d'avoir un orifice bien libre pour diminuer les symptomatologies de migration sur des éléments un peu plus ou moins gros qui devraient passer dans la voie biliaire en cas de migration récidivante. Donc on a ici une dormia qu'on va pousser et retirer les calculs. Bon, je ne vais pas avancer, mais donc au début de ce travail, moi, je me suis posé plusieurs questions. Finalement, dans le LPAC, moi, je ne vais pas voir l'ensemble des patients. On va me référer certains patients. Et quel est le taux de recours de la CPRE au cours du LPAC? Je ne sais pas quelle est la proportion de patients que je vois. Est-ce que cette CPRE, finalement, elle est pratiquée avant ou après la mise sous AUDC? Est-ce qu'on fait ces CPRE avant ou après le diagnostic? Un peu comme la cholécystectomie, finalement. Et donc, est-ce qu'on doit faire des CPRE à ces patients? Pour quelle indication on les fait? Donc, pourquoi on les fait et est-ce qu'on doit continuer? Et puis, le taux de complication. Moi, la femme jeune, voie biliaire qui est parfois fine, c'est toujours l'inquiétude de la dysfonction du sphincter d'Oddi derrière et la pancréatite aiguë associée. Donc, Christophe vous a présenté cette belle étude de cas témoins et de cohorte avec 308 patients LPAC que Catherine et Christophe ont publié. Il y a un tiers des patients qui sont sphinctérotomisés. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on retrouve ces éléments et d'aller un petit peu plus avant. Donc l'objectif de ce travail, c'est vraiment de décrire la fréquence de recours à la CPRE dans le LPAC syndrome dans un centre de référence. Et puis, les objectifs secondaires, je vous en ai déjà parlé parce que c'est ceux de mes interrogations, de nos interrogations, les indications, les modalités. Est-ce qu'on a des succès? Est-ce qu'on réintervient
est-ce qu'on a des complications? Et donc on est parti sur l'étude de notre cohorte monocentrique rétrospective à Saint-Antoine avec un recueil jusqu'en 2021. Donc on a 393 patients initialement enregistrés étiquetés LPAC. On a dû bien sûr, puisque c'est rétrospectif, essayer d'avoir le dossier le plus complet. Donc il y a 57 patients qui ont été exclus. Parmi les patients restants, on a bien essayé de nettoyer vraiment ceux qui avaient un syndrome LPAC et quand ils avaient moins de 2 critères, ils étaient exclus de notre étude. Et on est parti avec 269 patients qui, pour une maladie rare, reste une belle cohorte. Donc il y a 74% de femmes, ce qui est assez représentatif de tout ce qu'on a pu vous dire précédemment. Et il y a effectivement 31,2% des patients qui ont une CPRE. Donc il y a 166 CPRE pour 84 patients. En moyenne, les patients ont 2 CPRE dans leur parcours. C'est une moyenne par patient. Probablement que ce n'est pas tout à fait ça. Il y en a beaucoup qui en ont une seule et il y en a beaucoup qui en ont peut-être plusieurs. Parce que quand on voit là l'écart type, il y a 1 et 10. Donc il y en a qui en ont vraiment 7, 8 et c'est cela qui nous pose souci. Mais chacun d'eux, en revanche, était sphinctérotomisé. Donc ça veut dire qu'ils avaient une CPRE, ils avaient toujours une sphinctérotomie. L'âge médian, c'était 37 ans, ce qui est jeune hein, pour une CPRE. Et puis, on avait quand même un suivi en moyenne ou en médiane qui était assez intéressant dans cette cohorte. Alors moi, la question que je me suis toujours posée, c'est cette CPRE, elle intervient quand, finalement, dans l'histoire de la maladie? Eh bien, là, quand on regarde par rapport au début des symptômes, hein, pas au diagnostic de la maladie, mais au début des symptômes, eh bien, en moyenne, l'intervalle entre les premiers symptômes et la première CPRE, c'est 10 ans. En médiane, c'est 6 ans. Et puis, la plupart des patients ont leur CPRE avant la mise sous AUDC, un peu comme la cholécystectomie finalement. Et 85% de ces patients ont la CPRE avant la UDC et seulement 12%, on va dire, 11,9%, ont la CPRE après. Dans le groupe qui ont déjà eu une CPRE avant la UDC, il y en a quand même 18% qui vont avoir une nouvelle CPRE malgré la UDC débutée. D'accord ? Donc moi j'ai l'impression qu'il y a un peu deux groupes de malades. Il y en a un, il a une CPRE. Et puis finalement, avant la mise sous AUDC, et puis finalement, il n'aura pas d'autres événements nécessitant une CPRE. Et puis il y a un petit groupe de malades qui est lui-même dans le groupe des 1/3 de sphinctérotomisés qu'on va être obligé de reprendre. Il a des migrations, il a une forme macrolithiasique, et là, on va être des fois obligé de le reprendre 5 fois, 6 fois, et on regarde sa sphinctérotomie désespérément, on ne sait pas quoi faire. Donc la caractéristique de la population, ici je ne vais pas vous les détailler évidemment, mais vous avez sur la première colonne toute la cohorte, sur la deuxième colonne ceux qui ont été sphinctérotomisés, qui ont au moins une CPRE, et celui où il n'y a pas de CPRE, et les différences significatives entre groupe CPRE et groupe non CPRE, c'est essentiellement ici. Le fait qu'ils aient eu une cholécystectomie, c'est plus important dans le groupe CPRE, probablement parce qu'ils ont plus de gros calculs. Ils sont plutôt dans une forme macrolithiasique que microlithiasique. L'âge au diagnostic est un peu plus âgé dans le groupe CPRE, mais en termes de sexe ratio, d'âge, d'IMC ou d'autres facteurs ou de caractéristiques critères de la maladie, il n'y a pas de différence. Si on continue, il n'y a pas de différence, vous allez le voir, en termes de mutationnel. Et quand on regarde l'évolution de la maladie, les complications, c'est surtout l'angiocolite. Et ça, on comprend bien qu'effectivement, face à une angiocolite, on va rapidement à la CPRE, mais il n'y a pas de différence sur le reste des critères. Au niveau des mutations, on s'est demandé s'il y avait une différence au niveau des populations et statistiquement, ça ne sort pas. Il n'y a pas de différence en termes de mutation d'ABCB4. Les indications, pourquoi on va faire ces CPRE ? Eh bien, essentiellement, c'est la lithiase de la voie biliaire principale.
D'accord. Il y a un calcul et bien sûr l'inquiétude c'est que ce calcul, soit il a été symptomatique parce qu'il y a eu un épisode de migration, de douleur, ou parce qu'on craint évidemment une migration et une pancréatite. L'angiocolite évidemment, dans de rares cas, une lithiase des voies biliaires intrahépatiques, parfois c'est associé. Parfois une histoire de douleur biliaire malgré la cholécystectomie. On suppose aussi que parfois chez ces malades, je pense que c'est la proportion des gens, où on suspecte aussi une dysfonction du sphincter d'Oddi potentiellement associée. Et donc la sphinctérotomie, on imagine, va apporter un gain là-dessus. Évidemment, il y a quelques patients, c'était pour des retraits de prothèses biliaires qui avaient été mis initialement pour un empierrement. Et puis des pancréatites à répétition. Je pense que ce groupe-là et ce groupe-là, c'est des patients qui ont probablement un souci sur le sphincter d'Oddi hypertonique. Alors, les localisations, majoritairement dans la voie biliaire principale, également aussi dans les voies biliaires gauche ou droite, probablement un peu plus souvent dans les voies biliaires gauche, et on n'avait pas de calcul dans 10% des cas. Alors, on a essayé de regarder l'incidence cumulée de recours à la CPRE au cours de la maladie. Alors ça, on va l'interpréter un petit peu avec précaution, parce que vous voyez, le temps de suivi, ça va jusqu'à 50 ans. Mais quand on regarde les patients restants, ici, on n'est plus qu'à 24 ou 1 patient. D'accord ? Donc très probablement qu'on va pouvoir interpréter cette courbe jusqu'à 25 ou 30 ans dans notre étude rétrospective. Mais au-delà, je pense qu'on a trop peu de malades pour l'interpréter, mais on a l'impression qu'au cours de la maladie, plus on avance, plus on a quand même une incidence cumulée de CPRE et ça progresse malgré le fait que la maladie ait été diagnostiquée, que les patients soient sous AUDC. Alors le succès de la CPRE, on a déterminé le succès en disant que les voies biliaires sont libres en fin de procédure et il n'y a pas de nouvelle CPRE dans le mois qui suit le premier geste. Et dans 86% des cas, on avait une CPRE réussie et techniquement et cliniquement. Il y avait de temps en temps la mise en place de prothèses biliaires, probablement quand il y avait de gros empierrements. Ici, vous avez par acte ou par patient. Et moi, je trouve que l'élément important, c'est le recours à une nouvelle sphinctérotomie ou sphinctéroclasie. Et il y a quand même 13% des patients qui vont être repris et qui vont nécessiter une nouvelle sphinctérotomie ou une dilatation de la papille. Et ça, on ne le voit pas normalement dans la lithiase standard de la population générale. Les patients, reprendre une sphinctérotomie ou redilater, c'est rarissime. Donc je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire et c'est pour ça que l'idée, faut-il soigner sa sphinctéro lors de la première CPRE, faire vraiment une sphinctérotomie maximale et peut-être y adjoindre une dilatation de la papille, comme quand on enlève un gros calcul, un macro-calcul, il y a vraiment, à mon avis, une idée de ce côté-là. En termes de complications, je vous ai mis ici les complications de l'étude et celles rapportées dans la littérature. On a un taux de pancréatite aiguë de 7%, qui est plutôt dans le haut de la pile. On sait que maintenant, dans les dernières grandes études où on mettait le suppositoire d'indocide, dont les AINS, qu'on utilise la prothèse pancréatique prophylactique, on est plutôt sur 4%. D'accord ? Donc là, on est probablement dans une population où on a peut-être un surrisque de pancréatite aiguë. Donc il faut essayer de prendre toutes les précautions lors de la CPRE pour la faire dans de bonnes conditions. Et on sait que la femme jeune avec une voie biliaire fine, ce sont 2 facteurs de risque de pancréatite aiguë. Les hémorragies, perforation un peu élevée. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles ont parfois une voie biliaire fine ? Je ne sais pas, mais beaucoup plus que la littérature. Et malheureusement, on n'avait pas tous les comptes rendus de CPRE, puisque parfois, c'était des CPRE faites avant d'être référées dans notre centre. Donc, on n'a pas l'ensemble des données. Donc, en termes de discussion, évidemment, notre étude est rétrospective. Il y a très probablement des données manquantes. Un effectif qui est limité, mais bon, on est face à une maladie rare. Les messages clés, c'est qu'un tiers des patients sont sphinctérotomisés, mais essentiellement avant la mise sous AUDC. Donc finalement, on ne connaît pas l'histoire naturelle d'un patient qui serait mis sous AUDC. Est-ce qu'on pourrait prévenir le recours à la CPRE ? Exemple, on a un patient qui a une lithiase de la voie biliaire principale
asymptomatiques, d'habitude, c'est vrai qu'on va rapidement à la CPRE puisqu'on craint que cette lithiase devienne symptomatique, le risque de pancréatite aiguë. Mais si finalement on le mettait sous AUDC, est-ce que ça permettrait de prévenir une CPRE? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais ce que je peux vous dire, c'est que finalement, quand ils sont sous AUDC, ils ont peu de CPRE. Probablement soigner la première sphinctérotomie, essayer de faire une sphinctérotomie vraiment en coupant l'ensemble du sphincter d'Oddi, en essayer d'être maximaliste, peut-être même en y ajoutant ce qu'on appelle une sphinctéroclasie. Donc on dilate la papille après ou la sphinctérotomie pour vraiment avoir un orifice large, qu'il n'y ait pas d'obstacle dans les suites pour le patient, parce que souvent on a l'impression qu'au bout d'un moment, la voie biliaire des patients qu'on reprend, était atone et a du mal à s'évacuer. Bien sûr, la prévention de la pancréatite aiguë pour ces patients. Et là, on travaille sur les facteurs prédictifs de recours à la CPRE dans le LPAC syndrome sur cette cohorte. Donc, on aura probablement d'autres données à vous donner par la suite. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marine. Alors, je pense qu'on est retombé un peu sur nos pieds. Pile poil. Alors là, il y a deux options. Soit des questions pour Marine, soit une pause café, c'est ça? Bon, moi, je retiens en tout cas qu'il y a un chiffre qui me semble vraiment important, c'est que dans le sous-groupe des patients qui ont eu cette intervention, les 30%, il y a 20% à peu près qui ont nécessité une deuxième, c'est ça? Donc on peut estimer dans ce sous-groupe qu'il y a 20% d'échecs, on va dire, de la UDC. Si on fait une extrapolation au minimum, si on fait abstraction des douleurs, hein, disons au moins la reprise, c'est 20% dans ce sous-groupe-là, et ça me paraît déjà... Voilà, on avance dans la granularité, dans la connaissance de l'histoire naturelle de cette maladie sous AUDC. Ça me paraît vraiment important. Une question d'Isabelle, malgré tout. Vas-y. Les formes multilithiasiques, en particulier intrahépatique, on est un peu dans le dilemme pour la sphinctérotomie. Alors, soit on met de la UDC et on risque peut-être de dissoudre un peu les calculs, d'entraîner une pancréatite. Soit je sais que les endoscopistes sont réticents en fait. On risque aussi dans ces formes intrahépatiques de faire une angiocolite en mettant du produit, voilà. Et inversement, il y a le risque de la sphinctérotomie aussi. Alors, comment vous gérez un peu ce dilemme ? Je pense que ça dépend aussi de la symptomatologie du patient, mais c'est vrai que s'il n'y a que la lithiase, enfin, je dis s'il n'y a que, bien sûr, la lithiase intrahépatique et qu'on n'a pas de lithiase de la voie biliaire principale associée, nous, on va être très réticents. Et c'est vrai que 7% de pancréatite aiguë sur des CPRE, ça reste quand même important pour des femmes jeunes, hein, c'est la majeure partie de nos patients. Et donc, on va être très réticents, effectivement. En plus, on sait qu'en intrahépatique, on a du mal à y aller. Donc on sait qu'on va probablement ne pas être efficace à 100%. Au contraire de la lithiase de la voie biliaire principale, où quand on descend le ballon, franchement, honnêtement, on est assez satisfait généralement de la chose. Donc on va être réticent. C'est vrai que maintenant, on va vous parler aussi du spyglass, de la cholangioscopie, d'aller traiter, mais les calculs du LPAC syndrome ne sont pas difficiles à enlever. En fait, ils sont mous, ils sont jaunâtres. C'est presque une boue concrécée, d'accord ? C'est pas comme un calcul plus difficile où là, on a vraiment besoin d'aller au spyglass et avec la lithotricie, d'aller casser le calcul pour aller le chercher. Et en fait, souvent dans le LPAC, ça va très loin. Donc, c'est un peu, souvent Lionel le dit, c'est illusoire de vouloir y aller, de vouloir l'enlever. Et en plus, on va infecter la voie biliaire très probablement par des germes. Et ça, c'est difficile. Donc, je pense que s'il n'y a pas de lithiase de la voie biliaire principale, moi, je pense que la UDC en première intention et en voie. Et des fois, ça nettoie. Hein. Enfin, ah oui, c'est encore l'heure dans une forme comme ça, aussi donc diffuse, c'est encore le temps de mettre de la UDC. Ah oui, oui, je pense qu'on a des résultats. Alors, indépendamment du fait qu'on peut voir des régressions de macrocalculs, tu empêches probablement la cristallisation de nouveau sur la lithiase préexistante. Donc tu évites le suraccident, si j'ose dire. Donc je pense qu'il faut vraiment mettre ces patients sous AUDC. Après, à ce stade, ce sont souvent des calculs qui sont mixtes, pas uniquement de cholestérol, même s'ils sont jaunâtres vus par les endoscopistes. D'ailleurs, à cet égard, c'est bien aussi de demander à vos endoscopistes de faire des prélèvements
de calcul et de bile aussi pour éventuellement caractériser quand vous n'êtes pas sûr du syndrome. Mais bien souvent, les calculs sont aussi mixtes parce qu'il y a eu des surinfections. Et donc, ils sont en partie bruns et jaunes. Mais donc, en mettant la UDC, tu joues sur la part cholestérolique primitive de la ICA. Je pense que c'est important de le mettre. Et oui, on peut tout à fait prélever la bile lors de la CPRE. Alors, prélever la bile, c'est bien, mais après, il faut avoir le biochimiste derrière, quoi. C'est ça le problème. Il faut avoir le laboratoire qui va pouvoir vous faire les dilutions et qui connaît les dosages très particuliers de la biochimie de la bile, puisque c'est un détergent, c'est très compliqué à doser dans la bile. À Saint-Antoine, on a encore cette possibilité de le faire, mais évidemment, c'est pas dans tous les hôpitaux. On le fait à Bicêtre. Il suffit de nous envoyer la bile congelée. D'accord. Non, effectivement, c'est important parce qu'il y a eu quelques patients où on avait la suspicion de LPAC, mais sans mutation. Et en prélevant la bile, en faisant le diagramme de Small, finalement, on montre le faible taux de phospholipides et on peut porter le diagnostic. Donc avec la réserve près, que là, c'est pareil. On part sur le principe qu'on a affaire à une bile déficiente en phospholipides, mais peut-être que ce syndrome, puisque beaucoup ne sont pas liés à BCB4, ne sont pas dus à ce déficit spécifique. Donc c'est intéressant quand vous avez l'information, mais quand les proportions de lipides biliaires sont normaux, je ne suis pas sûr qu'on puisse écarter totalement le syndrome. Aussi. Alors, les angiocolites font baisser les phospholipides parce que il y a des phospholipases bactériennes qui vont détruire les phospholipides de façon acquise, pas génomique là pour le coup, mais effectivement ça peut être une façon d'avoir des biles plus spécifiquement liées au syndrome. Mais je crois qu'on a un petit café peut-être et après on parle des PHRC, des études. On a 10 minutes pour un petit café.